Le 18-19 en Hauts-de-France, Michel Picard. L'œil de l'expert nous emmène ce soir sur le terrain du droit, puisque notre expert est maître Franck Sprit. Bonsoir. Bonsoir. Avocat spécialisé en droit du travail. Et l'on entame avec une actualité cette semaine, c'était lundi. Un amendement examiné à l'Assemblée nationale crée et encadre l'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie. Je répète simplement, encadre l'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie. Les salariés vont désormais acquérir des jours de congés payés lorsqu'ils sont en arrêt maladie. Ça paraît juste logique. Quelle est la nouveauté ? Alors, quelle est la logique ? Elle doit différer de l'un à l'autre parce que lorsqu'on est en arrêt maladie, on ne travaille pas effectivement. Je crois que chacun sera d'accord sur ma propre définition. Et c'est le travail effectif qui donne le droit au congé parce que le droit au congé est un droit au repos. Et on se repose parce qu'on a travaillé effectivement. Maintenant, certains pensent que, effectivement, lorsque nous sommes en arrêt maladie, nous pouvons acquérir des congés payés. Ça veut dire que l'on change de nature de ce qu'était jusqu'alors le congé payé. Ça veut dire, si je vous écoute bien, que en s'adaptant finalement à la législation européenne, puisque c'est l'objet de ce texte, les congés payés viennent en soutien à une période non travaillée. Donc si je vous écoute bien, ça paraît finalement moins logique. On parle de rétroactivité. De quoi s'agit-il ? Vous m'avez déjà bien écouté, en sachant avec cette précision que je voudrais apporter, que notre législation française prévoyait l'acquisition de congés payés pour des périodes de travail assimilées, notamment la maladie professionnelle et l'accident de travail. Dans une limite de 12 mois, je ne veux pas être trop compliqué. Et certains accords de branche permettaient également déjà. Et certains accords de branche, vous avez raison de le souligner, le permettaient. En revanche, la législation excluait du droit à acquérir des congés de ceux des travailleurs qui étaient en arrêt maladie. Bon, vous mentionnez la législation européenne, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il s'agit d'une directive européenne qui assure à tout travailleur de l'Union le droit à acquérir des congés. Donc déjà, il y a une interprétation qui a été donnée par la Cour de cassation sur la base à la fois de cette directive que je viens de citer, mais également sur la Charte des droits fondamentaux qui est applicable directement au droit français depuis le traité de Lisbonne de 2019. Et la Cour de cassation, justement, a considéré que notre loi n'était plus conforme à ce qu'on appelle le droit européen, pour employer une formule générique, et donc nous devons assurer rétroactivement, puisque la jurisprudence est rétroactive, si je puis dire, le bénéfice de ces congés, sous forme d'indemnité bien évidemment, à ceux et celles qui n'en auraient pas bénéficié alors même qu'ils étaient en arrêt de travail. Alors, je vais reprendre le temps donc de repréciser que c'est la Cour de cassation qui a pressé finalement le gouvernement, qui n'avait pas le choix, pour cette nouvelle législation. Mais au cœur des inquiétudes, il y a la rétroactivité que vous venez de mentionner. Les patrons, notamment le MEDEF, le chiffraient à 2 milliards d'euros. Ce coût finalement de rétroactivité, de congés accumulés. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on sait chiffrer aujourd'hui et est-ce qu'on connaît les conséquences pour les entreprises ? Alors le chiffrage est une estimation, mais lorsque le MEDEF mentionne 2 milliards, ça n'est pas sorti du chapeau. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des études qui permettent de considérer que, eu égard au nombre d'arrêts maladie, de jours concernés, et de travailleurs concernés, il y a une hypothèse qui peut être plausible de 2 milliards de sommes liées à ce congé, rétroactif ou à cette indemnité qui devra être versée. C'est donc considérable, ce pourquoi le gouvernement évidemment s'est inquiété, puisque économiquement, ça n'est pas tout à fait viable. En tout cas, un certain nombre d'entreprises ne pourront pas faire face à une telle demande, si demande il y avait. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a eu, via des amendements à l'Assemblée nationale par rapport à un projet du gouvernement qui va s'inscrire dans une loi plus générale, des limitations à la fois en termes de revendication des droits et de durée du congé payé, puisque le droit européen prévoit
en minimum 4 semaines de congés payés, là où notre droit français accorde 5 semaines de congés payés. Ce que vous nous dites, c'est que le dossier n'est pas terminé, ce n'est pas encore acquis. Le patronat tout de même semblait plutôt satisfait d'avoir limité, ce sont les termes, limité la casse, mais la CGT, la CFE-CGT, la CFDT, la plupart des syndicats crient au scandale et affirment que le choix a été fait d'un rabotage des droits des salariés. Oui, alors évidemment, chacun, entre guillemets, voit midi à sa porte et on comprend bien, effectivement, les slogans qui sont jetés de part et d'autre. Mais j'allais dire, plus juridiquement, si vous me le permettez, il est important de savoir, parce que certains de nos auditeurs l'ont entendu, que le Conseil constitutionnel lui-même s'est penché sur la question pour considérer que notre législation qui prévoyait d'exclure les salariés du bénéfice des congés l'origine de la maladie n'était pas professionnelle, eh bien, le Conseil constitutionnel a considéré que notre législation était conforme à la Constitution, alors que la Cour de cassation considère que notre loi n'est pas conforme au droit européen, à la Charte des droits sociaux fondamentaux. Ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui devant une contradiction, c'est qu'à la fois vous avez une loi qui est constitutionnelle, enfin qui est compatible avec notre Constitution, et ça c'est le Conseil constitutionnel qui le dit, et la Cour de cassation qui fait prévaloir le droit européen. On s'y retrouve pas. Vous voyez que la matière est complexe. Juste pour résumer, le Conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité de la loi. La Cour de cassation vérifie, elle, la conventionnalité de la loi par rapport aux droits fondamentaux européens. Les discussions, je peux vous dire, sont très denses, très vives sur cette articulation entre le droit national et le droit européen. Et l'on retient donc que ça n'est pas fini. Autre sujet, la liberté du salarié. Alors très vaste dossier évidemment. Question très pratique et concrète, Maître Frank Sprit, est-ce qu'un salarié est libre ou non de choisir son lieu de domicile ? J'allais dire heureusement oui. Chacun élit domicile là où il l'entend. C'est une liberté qui est dite fondamentale. Pourtant, par exemple, la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 10 mars 2022, a retenu le bien fondé du licenciement d'un salarié en raison de la fixation de son domicile jugé trop éloigné par l'entreprise. Il travaillait en région parisienne, son domicile était en Bretagne. Le salarié faisait valoir qu'il n'était jamais arrivé en retard. Mais pour autant, la Cour d'appel de Versailles a retenu le licenciement comme justifié. Alors c'est un arrêt tout à fait particulier qui mérite effectivement certains commentaires. Certains vont le saluer, d'autres non. Je ne vais pas faire évidemment de critiques ouvertes positives d'ailleurs ou négatives sur cet arrêt. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le juge doit prendre en considération des droits dits fondamentaux. Il y en a un que j'ai répété, qui est celui de l'élection du domicile de son choix. Et il y a l'autre qui est celui de l'obligation, tirée de l'obligation de l'employeur de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Et lorsque il constate qu'un salarié est trop éloigné de l'entreprise et donc de son lieu de travail, et que la fatigue venant, eu égard notamment à tout ce qui concerne la circulation, eh bien, la question est posée de savoir s'il peut ou non restreindre la liberté du salarié. Et en l'espèce, oui, puisque le juge a fait ce qu'on appelle un contrôle de proportionnalité entre des droits contradictoires pour juger que le licenciement était, comme selon l'expression consacrée, pour cause réelle et sérieuse. Mais est-ce qu'on peut la mesurer, la liberté dont vous parlez Par exemple, est-ce qu'il m'est permis à moi de travailler ici, dans ce studio, à la radio, à Lille, et d'habiter au Touquet, 2h06 de route ? Oui, le principe est d'abord celui de la liberté. Ensuite, si l'employeur s'aperçoit qu'effectivement il est un risque d'atteinte à votre santé, à votre sécurité, il peut vous demander de vous rapprocher de votre lieu de travail.
Et selon effectivement l'accord ou le désaccord de la demande qui est ainsi faite, eh bien, si il y a le désaccord persiste, c'est le juge qui finira par trancher si une décision de licenciement avait été prise dans l'intervalle, bien évidemment, puisque le juge ne s'immisce pas dans la relation employeur-salarié en disant si vous devez signer en bas à droite de la feuille qui vous oblige à venir plus près de votre lieu de travail, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet arrêt repose une question qui est assez intéressante, notamment liée à toutes les notions de télétravail, puisque maintenant, le salarié demande, beaucoup d'accords collectifs ont été signés en ce sens, de permettre effectivement 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine de télétravailler. Et quand on télétravaille, en général, on peut être tout proche de son lieu de travail, mais il y a nombre de salariés qui sont très éloignés de leur lieu de travail. Et donc, ça va réfréner effectivement cette possibilité de demander à son salarié d'être tout proche de son lieu de travail. Ça, c'est évident. Mais ça veut donc dire que l'employeur peut savoir, peut connaître et peut-être même enquêter sur la vie privée du salarié. Alors vous me posez une très très bonne question, c'est-à-dire jusqu'où va la possibilité pour l'employeur de s'immiscer dans la vie privée du salarié pour vérifier si les conditions de vie lui permettent de tenir la charge qui est celle de venir au travail effectivement à l'heure. Mais il n'y a pas qu'une question d'horaire, il y a les cernes sous les yeux, vous voyez ce que je veux dire. Alors, en règle générale, les choses ne se traitent pas tout à fait de cette manière, c'est-à-dire que celui qui serait trop fatigué pour venir travailler ou travaillant malgré des déplacements un petit peu insensés en termes de kilomètres effectués, eh bien risque très vite d'avoir une certaine fatigue au travail qui va effectivement émailler la relation contractuelle assez vite et va obliger à prendre des dispositions non pas tirées de l'éloignement du domicile, mais du non-travail effectif ou à tout le moins suffisant du salarié. Ça paraît aussi une question de bon sens, en fait. De bon sens, mais vous voyez que juridiquement, si on prend les choses avec un petit peu plus de hauteur, eh bien, on s'aperçoit que le juge aujourd'hui est confronté de plus en plus, ça je dois dire de plus en plus, à prendre en considération ce qu'on appelle des droits fondamentaux, ou qu'on dit fondamentaux. Et ça, les droits fondamentaux, il n'y a pas une liste exhaustive. Vous voyez, le juge peut considérer à un moment donné que, au visa de la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien, tel ou tel droit est dit fondamental. Toujours à propos de liberté du salarié, on a encore le temps d'aborder une autre thématique. Est-ce que le salarié peut refuser ou non de se joindre à un moment festif, à un repas convié par son patron, par l'entreprise ? Vous touchez, encore une fois, je dirais la question de la liberté et la confrontation des droits entre ici celui de l'employeur et celui du salarié. Celui de l'employeur d'avoir, j'allais dire, une communauté de salariés qui soit suffisamment, non pas uniforme, mais unie à tout le moins pour pouvoir promouvoir l'entreprise. On voit nombre soit de slogans, soit d'affiches qui montrent des équipes unies, soudées, une communauté de travailleurs ou une communauté de salariés ou de collaborateurs, on prendra l'expression que l'on préfère. Et donc, s'il y a l'un des salariés ou plusieurs salariés qui ne souhaitent pas participer à des agapes organisées par l'entreprise ou être sur la photo qui témoigne de cette bonne ambiance dans l'entreprise, eh bien, va se poser la question de son appartenance même à l'entreprise. Alors, mais que dit le droit ? Le droit, il ne dit rien. Le droit, il ne dit rien, parce que le droit, il dit des choses plus, je dirais peut-être plus générales, qu'il appartient au juge d'apprécier en fonction du contexte dans lequel il se situe. Il ne faut pas oublier qu'un salarié est une personne qui est subordonnée. Alors on aime l'expression, on ne l'aime pas, mais c'est ainsi. C'est-à-dire que l'employeur exerce son autorité sur le salarié, mais cette autorité,
elle trouve sa limite évidemment dans l'abus. Mais en deçà de l'abus, il y a la question effectivement de la confrontation avec les droits du salarié. Si je ne veux pas participer à tel ou tel pot d'entreprise ou à tel calendrier d'entreprise sur lequel je vais apparaître, c'est quand même ma personne qui est en jeu, et effectivement le juge qui va être saisi de ça, s'il y a un conflit par rapport à ça, va considérer à la fois le droit de la personne, quand bien même est-elle salariée, et le droit de l'employeur qui est doté d'une autorité. Et cette balance, pour prendre le symbole de la justice, qu'on appelle plus juridiquement aujourd'hui le contrôle de proportionnalité entre les droits, va permettre au juge de donner, entre guillemets, la solution. Le plus difficile dans ces solutions, justement, c'est d'arriver à ce qu'on appelle à une jurisprudence, c'est-à-dire de comprendre comment le droit se façonne au travers des décisions juridictionnelles qui sont rendues. Et c'est ça le plus difficile. C'est pour ça que de temps en temps, il y a effectivement des réactions extrêmement sévères, des critiques fondées ou pas fondées, mais pour dire, mais en fait, on ne sait pas comment le juge va juger. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'on assiste quand même à des décisions qui sont peut-être difficiles à comprendre parce qu'il n'y a pas véritablement une permanence dans le rendu des décisions de justice, même si on comprend aujourd'hui que les situations sont extrêmement difficiles, parce que la vie privée du salarié notamment, c'est, affranchit la porte de l'entreprise. Merci beaucoup, Maître Franck Sprit, notre expert de ce mercredi. Je retiendrai donc que si l'on doit participer ou non au pot de départ de Gérard ou à l'anniversaire de Josette, eh bien, le Code du travail ne nous dit rien en termes d'obligation, même s'il n'y a plus forcément de lien de subordination, c'est davantage du lien social. Merci d'avoir été notre expert.